Radio Auto, essai croisé. Votre rendez-vous automobile tous les dimanches sur Sud Radio. On essaye avec nos spécialistes et avec nos partenaires de Mobility TV un véhicule neuf, nos spécialistes que je vous présente d'ailleurs sur Sud Radio. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Autojournal. Stanislas Laroumet est également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Pour Ma Voiture Idéale et Cédric Fréhour, bonjour. Bonjour à tous. Petites observations automobiles et puis vous êtes chroniqueur automobile également au journal Les Échos. Aujourd'hui, nous essayons un modèle électrique Tesla modèle Y. Mélina Priam. Ouais, j'avoue, moi j'ai été bluffée. Et pourtant, je suis pas une grande fan des voitures. Non, mais voilà, je suis pas une grande fan des voitures électriques. C'est le sens de l'histoire et on y viendra. Mais enfin bon, je suis pas forcément fan des SUV. Pour moi, voilà, même s'il en faut pour tout le monde aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça reste une auto à bord qui est assez impressionnante. Au départ, on se dit que... Alors, vous allez me la décrire. En quoi, à bord, est-elle impressionnante ? Il y a cette fameuse présentation très, très épurée où vous avez strictement rien à part un écran. Donc, le design. Le design est bluffant. Sur le coup, on se dit, mais bon, c'est bon, là, il faut que je retourne à l'auto-école parce que je ne vais pas savoir la conduire. C'est ce qui m'est arrivé. T'es retourné à l'auto-école, arrête. Non, je suis pas retourné à l'auto-école, mais j'étais un peu perdu en montant cette voiture. Oui, mais non, je trouve pas, parce que très vite, c'est tellement intuitif. En fait, voilà, Tesla, encore une fois, a abordé la question de faire une voiture électrique différemment des constructeurs traditionnels. Et moi, on fait souvent la comparaison, mais ça me fait penser à Apple et à l'iPhone au niveau des Donc smartphones. tout l'écosystème. Et du coup, avec le problème aussi, c'est que le chargeur de l'iPhone, il marche pas pour les autres smartphones. C'est pareil pour la recharge de la Tesla. C'est pareil pour la recharge de la Tesla, à ceci près que justement Tesla vient d'ouvrir ces bornes de recharge à tout le monde. Alors certaines, 16 en France, ça fait pas lourd. 16, oui. Il faut bien viser quand même. Voilà, il faut bien viser. Oui, mais on peut charger ailleurs quand on a une Tesla. Oui. Mais voilà, Tesla, on a à la fois son propre réseau et puis on peut également se charger ailleurs. Stanislas Laroumet, l'amoureux du véhicule électrique. Non, mais alors j'ai été contraint, grâce à Mélina, de faire un duel. On vous a forcé ? Non, mais j'étais très intéressé et très touché que l'Autojournal fasse appel à mes services pour travailler pour eux. Et j'ai fait un duel de modèle Y face à la Mercedes EQB. Et dont on parlera, je crois, dans une prochaine émission. Absolument. Et j'ai été... Alors, comme Mélina, je suis pas fan de voitures électriques et encore moins fan de Tesla. Mais là, je dois dire que j'ai été subjugué. Vous avez rien trouvé à redire ? Si, j'ai trouvé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des défauts. Déjà, alors, je vais commencer par les défauts. Ça braque mal. C'est pas très confortable, surtout avec les jantes de 20 pouces. Surtout, il faut les éviter parce que c'est franchement ferme pour une voiture à tendance familiale. Et puis, alors moi, ce que les gens adorent chez les Tesla, c'est ce que je déteste, c'est que c'est une voiture de geek. C'est-à-dire que j'ai mis 10 minutes à régler les rétroviseurs. Pour ouvrir la porte, c'est un bouton. Enfin, bref, moi, j'aime pas ça du tout. Ça braque très mal, c'est pas confortable. Vous savez pas comment la faire marcher, mais malgré tout, vous êtes subjugué. Alors oui, parce que c'est ce qu'on disait. C'est la force de Tesla. Voilà, c'est que au bout de 20 km, on dit ça marche très fort, ça tient super bien la route. C'est quand même vachement agréable à conduire. Il y a une vraie autonomie alors je peux donner celle de l'Autojournal si Mélina. Ça reste la championne de l'autonomie. Voilà, 417 km, ce qui est quand même... C'est imbattable. Ouais, alors ils annoncent 533 en WLTP, donc le cycle d'homologation européen, mais 417 en réel. Et alors, j'ai une petite astuce, je sais pas si on a le droit de le dire, mais je vais le dire quand même, puisque j'ai un ami qui roule en Tesla, et figurez-vous, il a un modèle 3, et oui, j'ai des amis qui roulent en voiture électrique. Ils viennent pas dîner à la maison, mais c'est pas des amis. tard, Et il était à 60 ou je sais plus 40 km de chez lui. Il avait plus que 20 km d'autonomie. Figurez-vous qu'il a appelé l'assistance Tesla et qu'à distance, ils ont pu lui dire on vous upgrade l'autonomie de 20 à 30 km maxi pour que vous puissiez rentrer chez vous. Et ben parce qu'en fait, c'est un peu comme votre téléphone portable. Alors c'est un petit peu long à expliquer, mais si vous voulez, on dit qu'un téléphone portable, on va prendre le temps de l'expliquer parce que c'est quand même assez novateur. Moi j'ai appris ça là, il m'a dit ça, j'étais un petit peu très étonné même. Si vous voulez un téléphone portable, il faut jamais le laisser charger en permanence, il faut jamais le laisser se décharger à fond, ça esquinte la batterie. Donc en fait, la batterie de la Tesla, elle est faite pour marcher en gros de 8 à 100, même 8%. Et donc en fait, quand l'autonomie annonce 0,
il en reste encore un peu. D'accord. Et là, l'assistance vous le débloque. Alors, il ne faut pas les appeler toutes les semaines en disant Non. je suis à 20 km de ma maison de campagne. Ça veut dire qu'il y a un réservoir caché dans la voiture et il suffit de passer un coup de fil. Alors, c'est peut-être le cas pour d'autres voitures électriques. C'est le cas pour beaucoup de voitures électriques. En fait, Cédric Réau. c'est un peu comme l'essence et les réservoirs. Ils sont souvent très pessimistes quand on arrive dans la réserve pour vous dire il est temps d'aller faire le Ça plein. clignote et ça fait les vibrer voitures assez tôt, électriques, c'est vrai. c'est un peu la même chose parce que si on voit zéro autonomie, On a très peur. et là on se liquéfie surtout sur l'autoroute avec le 36 tonnes derrière qui arrive Absolument. avec un phare klaxon. On se dit oh là là, les enfants, ne vous inquiétez pas. C'est déjà arrivé à beaucoup de monde. Donc évidemment, il y a toujours un petit rab. Oui. Et chez Tesla, en plus, c'est la connexion extraordinaire qui est de dire, nous, en plus, c'est notre métier, on est les rois de l'électricité, on est là, tout va bien se passer, et on vous débranche 20%, Oui, enfin, 20 km supplémentaires. 20 km et puis tout de suite et à distance. C'est Donc ça, fabuleux. c'est C'est fabuleux, oui. Les autres constructeurs, ils viendront, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a quelqu'un quelque part aux États-Unis qui à tout moment peut savoir combien il vous reste de batterie, quoi. Oui. Oui. Alors, Ah, mais j'ai- après c'est je dirais le revers de la médaille avec une Tesla. Oui. Voilà, Tesla, c'est où vous êtes, Absolument. ce que vous avez fait. C'est là que je voulais en venir, hein, parce que Big Brother. Mais C'est Big Jean-Marie, Brother. tout le monde sait hein. où tu es avec ton portable Non, non, aussi. mais voilà. Oui, absolument, c'est vrai, sauf que mon portable ne dit pas que j'ai fait un excès de vitesse hier, par exemple. Alors, Quand est-ce que il y a vous pas savez de- Tout à fait. combien de Tesla ont été vendus en 2021 dans le monde? Donnez-moi le chiffre. 936 000. C'est incroyable quand même. Presque 1 million de voitures. Donc le million sera forcément dépassé. Ça met Tesla sur à quel rang des constructeurs automobiles dans le monde? Un tout petit peu plus haut que Volvo et il rattrape le Triumvirat allemand, Audi, BMW, Mercedes. C'est incroyable. C'est dingue. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est en si peu de temps. Voilà. Et ce qui est incroyable surtout, c'est que deux amoureux comme vous du véhicule thermique, vous n'arrivez pas. On peut mettre 10 allez, 2,5, mais vous aimez bien les électriques. Vous n'arrivez pas malgré tout à dire que vous détestez l'expérience. Ça veut dire quand même que rouler en Tesla, c'est tellement spectaculaire. Ouais, que- il y a un truc qu'il faut reconnaître aussi à Elon Musk. C'est qui c'est un monsieur qui s'est lancé il y a 10 ans Voilà. alors qu'il était montré du doigt et tout On ça. rappelle le patron de Tesla. Voilà, et à une époque d'ailleurs, il était détesté. Enfin, C'est vrai. l'industrie Bien sûr. automobile le Et regardait. vous J'ai lui plein reconnaissez d'anecdotes sur le sujet, mais ça nous prendrait la nuit. Il a réussi à quasiment faire une église où ses fans l'autoproclament et ne voient pas les défauts. On a Oui. tous des amis qui roulent en Tesla et qui sont quasiment les premiers promoteurs de Tesla et qui... Quand ils essuient des petites pannes ou des trucs comme ça, c'est pas des pannes, c'est juste une petite anomalie, ça va se résoudre. Tout ça va se terminer comme des réunions Tupperware à une autre époque dans un Et c'est autre vachement monde. fort d'avoir fait ça. Ça pourrait se faire, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc vous avez des fans. On va rester sur la métaphore que vous avez employée. C'est un peu à la voiture ce que Apple est à l'ordinateur. Et d'ailleurs, au début, si j'ai bien compris, il faut s'habituer. C'est comme quand on passe d'un PC, par exemple, à un Mac. Quand on passe d'un véhicule Renault à une Tesla, ouais. vous devez vous habituer à la faire marcher. Mais c'est venu vite. Ah ben oui, mais moi j'ai jamais utilisé de PC, je peux pas vous dire. Je Ouais. suis incapable de faire marcher un Sur PC. la Tesla, c'est arrivé très vite. Donc vous y êtes fait. Ah oui, oui, j'y suis. On s'y fait, oui, on s'y fait. Et puis, alors, c'est comme dans la Mégane E-Tech dont on a déjà parlé ici, Ouais. c'est qu'il y a le Google à l'intérieur, et donc j'ai jamais vu un système de navigation aussi rapide. Amenez-moi avenue Montaigne, pouf, et puis tout de suite. Parlons du prix. C'est souvent là que le bas blesse. 59 990 € en version de base, mais il n'y a qu'une version chez Tesla. Après, Bien c'est sûr. des options qu'on peut, sauf les options physiques, qu'on peut rajouter plus tard. C'est-à-dire que si vous voulez la conduite autonome de niveau 3 ou 2, je sais plus, enfin la plus haute en tout cas, vous pouvez appeler Tesla, enfin donner son numéro de carte bleue évidemment, et il vous la rajoute sur ça. la voiture à distance. C'est quand Oui, même mais extraordinaire. Ce qui veut dire Mélina Priam. qu'en France, par exemple, vous achetez la voiture à 59 000 et quelques euros, donc vous bénéficiez du bonus De 2000 €. de 2 000 euros, et ensuite vous achetez votre option, on va dire à distance. Comme ça, vous bénéficiez quand même du bonus. Et il y a un truc C'est qui est assez utile. super fort. Et ce prix, finalement, c'est cher. Bien sûr, ça fait 60 000 Il euros, n'y a pas c'est beaucoup cher. de Français qui peuvent se Mais l'offrir. il n'y a pas beaucoup de Français qui peuvent se l'offrir. Mais sur le marché de la voiture électrique, c'est vrai. c'est pas excessif. Et d'autant Ça plus reste qu'il y très a de très bien moins en moins de positionné. Français qui peuvent faire le plein sans, voilà, justement, sans souffrir. En ce moment, il y a justement. une vraie question avec la voiture électrique, enfin, et le prix du carburant. Le carburant coûte de plus en plus cher. Absolument. A priori, ce sera difficile d'imaginer que ce sera l'inverse. Donc, effectivement, la marche pour atteindre une voiture électrique, et notamment une Tesla Model Y, elle est élevée. Oui. Mais après, on la Mais garde le des coût années. La sur la maintenance, durée de la vie. hormis les essuie-glaces et les pneus, il n'y a que dalle. Peut-être qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère où il faut débourser beaucoup au début quand on acquiert la voiture, mais en fait ça coûte beaucoup moins cher sur la durée totale de la vie. On va en rester là. En tout cas, on a compris votre déclaration d'amour malgré tout à Tesla. Merci à vous, Mélina Priam.
Merci. Journaliste à l'autojournal, Stanislas Laroumé, Ma voiture idéale. Merci. Et Cédric Fréhour de Petites observations automobiles et qu'on peut relire aussi dans le journal Les Échos. On vous retrouve dimanche prochain. Avec tous les plaisir. 3 d'ailleurs dans Sud Radio Auto et c'est croisé. Sud Radio Auto, essai croisé. Et près d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, la crise s'ajoute à celle des semi-conducteurs pour chambouler le marché de l'automobile. Bonjour Arnaud Aimé. Bonjour. Vous êtes associé chez SIA Partners, vous êtes spécialiste des transports, vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. À partir de cette semaine, Renault va mettre à l'arrêt au moins une de ses usines. Si vous nous écoutez sur Sud Radio, que vous êtes artisan, peut-être roulez-vous en Renault Master, eh bien la construction des Renault Master va être arrêtée dans l'usine de Batilly. 2700 salariés au chômage partiel. Pourquoi ? Parce qu'il manque des semi-conducteurs et aussi parce qu'il manque un module de lève-vitre qui était produit en Ukraine. Est-ce que c'est un cas isolé ? Non, c'est pas un cas isolé. Cela dit, c'est pas les constructeurs français qui sont les plus concernés pour l'instant, c'est plutôt les Allemands qui sont concernés par le problème spécifique que vous citez, qui est celui des approvisionnements de composants en provenance d'Ukraine. En fait, plus généralement, là, le secteur automobile, il se retrouve face à sa 3e crise en 2 ans, après la crise sanitaire, la crise Covid, et après la crise des approvisionnements en semi-conducteurs qui continuent encore cette année. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà qu'il y a un problème d'approvisionnement, effectivement, de composants plutôt en provenance d'Ukraine que de Russie. Je parlais des constructeurs allemands. Eux, ils ont des acteurs comme Volkswagen, BMW, Mercedes. Ils ont pas mal de fournisseurs en Ukraine, notamment pour les faisceaux de câbles électriques, par exemple. Ce qui fait que déjà depuis plusieurs jours, voire semaines, il y a des usines en Allemagne qui sont à l'arrêt. Et en fait, l'impact, il est immédiat. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'approvisionnement en provenance d'Ukraine, eh bien, vu que dans le secteur automobile, depuis quelques dizaines d'années, on ne fait plus de stock, c'est la logique du just-in-time pour économiser de l'argent, eh bien, il n'y a plus de stock. Donc, c'est immédiatement que les usines, au bout de quelques jours ou semaines, doivent être à l'arrêt. Voilà. Pour l'instant, ce problème-là est plutôt allemand. Par contre, il y a plein d'autres problèmes qui touchent aussi les Français. Absolument. Il y a un problème qui touche notamment Renault, c'est-à-dire que le deuxième marché de Renault, deuxième marché automobile de Renault, c'est précisément la Russie. Et les conséquences des sanctions dans tout ça, c'est quoi ? Alors pour Renault, la situation est extrêmement délicate, effectivement. En fait, Renault est l'actionnaire majoritaire du constructeur national russe, Avtovaz, et le célèbre fabricant des Lada. Aujourd'hui, Renault possède 70% presque de ce fabricant. Du coup, Renault emploie à peu près 40 000 employés en Russie. Et le marché russe, le débouché russe, pour l'ensemble de Renault, c'est 20% des volumes, aux 3/4 des Lada, et 10% du chiffre d'affaires. Donc Renault est effectivement très exposé en Russie. Renault vend beaucoup en Russie, c'est ce que je viens de dire, et produit également beaucoup en Russie. Et c'est difficile pour un acteur comme Renault de se désengager de la Russie parce que ce serait particulièrement... C'est un marché stratégique voilà, c'est un marché stratégique. Sauf que du coup, quelles sont les conséquences concrètes pour Renault ? Ça veut dire que Renault n'a plus le droit de vendre des Renault en Russie, par exemple ? Ça veut dire que Renault ne peut plus importer en Russie des Renault ou ça veut dire que Renault ne peut plus toucher les fruits des ventes de ses Lada ? Alors, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire que ça ne l'est. Donc, au total, il y a 3 usines de Renault en Russie. Et en fait, je dis que ça pourrait être pire parce que c'est beaucoup une production locale pour des consommateurs locaux. Donc, c'est quand même un petit peu en circuit fermé, je dirais, parce que c'est des débouchés surtout locaux. Le problème, c'est que ces usines-là de Renault, du groupe Renault, elles sont provisoirement à l'arrêt faute de composants. C'est-à-dire qu'il y a une partie des approvisionnements de ces usines en Russie qui proviennent de l'Occident, et ces flux-là d'approvisionnement, ils sont coupés, soit pour des raisons géopolitiques, soit tout simplement pour des raisons d'argent. C'est-à-dire que les flux financiers entre l'Europe et la Russie sont rendus beaucoup plus difficiles. Donc, si l'usine russe ne peut plus acheter, ne peut plus payer des composants européens, eh bien à ce moment-là, l'usine est à l'arrêt. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour Renault.
Cela dit, voilà, l'interconnexion en dehors de ça est assez limitée parce que c'est du circuit fermé quand même. Est-ce qu'il y a un risque que Renault soit contraint, si la crise s'éternise, notamment sur le plan politique, est-ce qu'il y a un risque que Renault soit contraint de se désengager du marché russe ? Alors, je ne suis pas expert politique, mais ce qu'on entend en Russie, c'est que si des constructeurs, si des industriels occidentaux décident d'arrêter leur production, pour des raisons politiques, disons, des raisons de sanctions, à ce moment-là, la Russie pourrait décider de nationaliser les usines russes. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui. Renault n'est pas encore dans l'obligation d'interrompre son activité russe, sinon pour des problèmes temporaires d'approvisionnement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de menace encore de nationalisation. Mais ce serait une catastrophe pour Renault parce qu'en fait, depuis presque 20 ans, Renault investit énormément d'argent en Russie dans le constructeur Avtovaz. Ça fait près de 2 milliards d'euros accumulés. Et ce qui est particulièrement dommage, c'est que c'est tout récemment, que depuis quelques années seulement, que Avtovaz, que l'activité russe recommence à gagner de l'argent. Effectivement. Donc, aujourd'hui, avec Avtovaz, les Russes, Renault récupère du cash dont il a fort besoin vu sa conjoncture actuelle. Et puis ça permet aussi d'amortir des coûts fixes. C'est-à-dire que Renault produit aussi des Dacia et il y a certains composants, certaines technologies qui sont mutualisées entre Lada et Dacia. Donc grâce à Lada, Renault amortit certains coûts fixes de Dacia. Effectivement, c'est pour ça que Renault est particulièrement exposé. Revenons sur le marché français, avec l'ensemble d'ailleurs des producteurs ou des marques, des constructeurs automobiles. Imaginons que j'ai commandé une voiture qui doit m'être livrée dans les prochaines semaines. Quels sont les modèles qui auront le plus de retard à cause de la conjonction de la crise des semi-conducteurs et en plus de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie ? Alors, ça peut être une question de... Alors, on ne sait pas pour l'instant. C'est-à-dire que tous les impacts ne sont pas encore arrivés, puisque certes, on est sur du just-in-time maintenant, c'est-à-dire que dans les usines, il y a de moins en moins de stock de matières premières et de composants, mais il y en a quand même un petit peu, et c'est seulement depuis le 24 février que c'est très perturbé, donc on ne voit pas encore tous les effets. C'est le début. Les problèmes, ils peuvent être sur les modèles, mais ils peuvent être aussi sur des équipements. Typiquement, pour les pneus, un Michelin a été contraint de réduire sa production en Europe parce qu'il y a certaines résines et ce qu'on appelle du noir de carbone qui sont fabriquées en Russie et qui n'arrivent plus ou qui arrivent moins dans les usines européennes. Donc voilà, ça peut être un problème sur des équipements. Cela dit, on peut imaginer que ce soit davantage les véhicules électriques qui soient impactés parce que pour construire un véhicule électrique, il faut des métaux particuliers en quantité, et notamment du nickel, de l'aluminium et du cuivre. Le nickel, ça sert beaucoup pour construire les batteries électriques. Et il se trouve que la Russie produit à elle seule 20% d'une certaine forme de nickel, du nickel raffiné, du nickel de qualité qui rentre dans la construction de batteries. Et qui va manquer cruellement. Alors, soit qu'il va manquer, soit qu'il va augmenter, dont le coût va augmenter, et ça pourrait augmenter de plusieurs milliers d'euros le coût de la batterie d'un véhicule électrique. Effectivement. Donc du coup, ça risque d'aggraver en tout cas l'inflation, notamment sur le marché automobile. Merci beaucoup Arnaud Aimé. Oui, je vous en prie. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes associé chez SIA Partners, spécialiste des transports. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry.